L'océan Pacifique s'étendait à perte de vue au-delà de la clôture de la base navale amphibie de Coronado, ses vagues illuminant les premières lueurs de l'aube, tandis que le commandant Amara Washington s'approchait à pied de l'entrée principale. Elle avait garé sa voiture de location à 3 pâtés de maison de là, souhaitant parcourir le périmètre, sentir la base avant que la cérémonie du lendemain ne la transforme en figure d'autorité la plus visible. Le short de sport et le t-shirt délavé de la Navy qu'elle portait étaient intentionnels. Elle avait appris depuis longtemps qu'on perçoit la vérité d'un lieu quand on ne sait pas qui on est. La porte principale se dressait devant elle, forteresse de protocoles de sécurité et de précision militaire. 2 gardes armés se tenaient au garde-à-vous, leurs postures impeccables, leurs armes visibles. Un 3e homme, plus âgé, avec l'allure de quelqu'un qui avait passé des décennies à faire respecter les règles, observait depuis l'intérieur du poste de garde. Il s'agissait du maître d'armes de première classe, Derek Thornton, d'après le ruban adhésif sur son uniforme. Son regard la suivait d'un regard qui lui faisait frémir d'un avertissement familier. Si vous pensez que tout le monde mérite le respect, quel que soit son uniforme ou sa couleur de peau, appuyez sur ce bouton d'abonnement, car cette histoire est sur le point de vous montrer que les suppositions à une porte militaire peuvent détruire des carrières et exposer le racisme systémique qui se cache à la vue de tous. Elle était encore à 15 mètres du poste de contrôle lorsque Thornton sortit du poste de garde, la main posée sur son arme de poing dans un geste d'intimidation. Les 2 jeunes gardes, leurs noms sur les bandes magnétiques indiquaient Mitchell et Cooper, changèrent de position, formant une barrière devant l'entrée piétonne. « Madame, ceci est une installation militaire à accès restreint », lança Thornton, la voix imprégnée de l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi sans poser de questions. « Vous ne pouvez pas être ici. » Amara s'arrêta, les mains visibles, sa carte militaire déjà dans la paume. « Bonjour. Peu importe qui vous êtes, » interrompit Thornton, réduisant la distance qui les séparait d'un pas agressif. « Cette porte est réservée au personnel autorisé. L'accès à la plage est par là. » Il fit un geste du pouce par-dessus son épaule, dédaigneux, sans jamais vraiment croiser le regard de la jeune femme, scrutant son corps, ses vêtements, sa peau, calculant les niveaux de menace en fonction de préjugés qu'il ne reconnaissait probablement même pas en lui-même. « Je comprends, maître d'armes. J'ai l'autorisation. » Amara brandit sa carte d'identité militaire, le sceau holographique reflétant la lumière du matin. « Commandant Amara Washington, au rapport. »« Mon Dieu, encore une » murmura Cooper à Mitchell, assez fort pour être entendu. « C'est la 3e fois ce mois-ci qu'un civil tente d'entrer sur la base avec une fausse carte d'identité. » Thornton lui arracha la carte des mains avant qu'elle ait pu terminer sa phrase, la tenant à la lumière avec un regard exagéré. Ses lèvres se retroussèrent, mi-amusées, mi-dédaignées. « Commandant? Vraiment? » Il se tourna vers ses subordonnés, partageant la plaisanterie. « Vous faites toujours les choses en grand avec les faux, n'est-ce pas? Jamais un spécialiste ou un officier marinier, toujours un officier supérieur. » Le racisme désinvolte de « vous » flottait dans l'air matinal comme une fumée. Amara sentit sa mâchoire se serrer, mais garda une voix neutre. « C'est une carte d'identité officielle du ministère de la Défense. Si vous la scannez... »« Je fais ce travail depuis 22 ans, » l'interrompit Thornton, s'approchant, envahissant son espace personnel dans une démonstration de domination qui n'avait rien à voir avec les protocoles de sécurité, mais tout à voir avec le fait de lui montrer qu'elle n'avait pas sa place. « Je peux repérer un faux de l'autre côté de la rue, ça ?» Il agita sa carte d'identité d'un geste dédaigneux. « C'est de la qualité, je vous l'accorde. J'ai probablement payé cher, mais il est impossible que vous soyez commandant de la marine. »« Pourquoi ?» demanda doucement Amara, même si elle connaissait déjà la réponse. « Parce que les commandants n'arrivent pas à ma porte à 6 heures en tenue de sport, l'air perdu. » dit Thornton d'une voix emplie de condescendance qui masquait à peine le profilage racial. Parce que les commandants ont des chauffeurs, des véhicules officiels, des autorisations de sécurité préalables. Ils ne se baladent pas à pied comme des civils qui ont trouvé amusant d'explorer une base militaire. Mitchell avait sorti son téléphone et était déjà en train de taper. « Vous voulez que j'appelle la police militaire, Master Chief ?
Qu'elle soit poursuivie pour tentative d'accès non autorisée? Pas encore, dit Thornton, toujours en train d'examiner la pièce d'identité avec un scepticisme théâtral. Voyons voir jusqu'où ça va. Il se tourna vers Amara et sa voix était désormais plus aiguë. Où as-tu trouvé ça? Sur un site web? Chez un ami imprimeur? Tu sais que se faire passer pour un officier est un crime fédéral, n'est-ce pas? Je ne me fais passer pour personne, dit Amara d'une voix calme mais ferme. Je suis le commandant Amara Washington. Je suis affecté à cette base. Si vous voulez bien scanner la carte ou appeler. Ou alors, voilà ce qui se passe vraiment, interrompit Cooper en se déplaçant pour la flanquer sur le côté gauche tandis que Mitchell se déplaçait à droite. Il la cernait, une manœuvre tactique qu'elle connaissait grâce à son entraînement. Tu as vu la base depuis la plage, tu as trouvé ça intéressant, et tu as peut-être pensé prendre des photos pour les réseaux sociaux. Ça arrive tout le temps. Les civils prennent les bases militaires pour des attractions touristiques. Certaines personnes, a ajouté Mitchell, l'accent mis sur « les gens » étant lourd de sens, ne comprennent pas qu'il s'agit d'une propriété souveraine du gouvernement, qu'il existe des règles qui régissent l'accès à ces lieux. Amara les regarda se regrouper autour d'elle, vit la main de Thornton toujours posée sur son arme de poing et la façon dont il s'était positionné pour contrôler ses mouvements. Ses 15 années d'entraînement lui imposaient une réponse tactique, mais elle se força à rester immobile, à calmer la situation. « Messieurs, il y a eu un malentendu. Je suis attendu sur cette base. J'ai des ordres. »« Des ordres ?» Thornton laissa échapper un rire. « Montrez-moi ces ordres. À quelle unité êtes-vous censé être affecté? »« Équipe SEAL 3, » dit clairement Amara. « Je suis le nouveau. » Les rires des trois hommes l'interrompirent. Mitchell se plia en deux et se frappa le genou. Cooper secoua la tête, incrédule. Le visage de Thornton devint rouge, son amusement se transformant en colère. « Équipe SEAL ?» Thornton s'approcha encore plus, sa voix se transformant en un murmure dangereux. « Vous me dites que vous... » avec une insistance lourde, chargée de tous les stéréotypes et préjugés contenus dans ces deux mots. « Êtes affecté aux opérations spéciales de la marine? Au SEAL? C'est exact. Madame, je garde cette porte depuis 8 ans. Je connais tous les SEAL qui passent par ici. Je connais leur visage, leur grade, leur réputation. Et je vous le dis tout de suite. Il est hors de question que vous soyez l'une d'elles. Pourquoi? Demanda de nouveau Amara, la voix posée malgré la rage qui montait en elle. Pourquoi n'y a-t-il aucun moyen? Le silence de Thornton était une réponse suffisante. Mitchell le prit, parce que les SEAL sont les meilleurs parmi les meilleurs. Ce sont des guerriers, des agents d'élite. Ils ne sont pas... Il se reprit, mais la phrase resta inachevée, ses implications claires. « Pas quoi ?» insista Amara. « Pas noir? Pas une femme? Dis ce que tu penses. Pas des civils qui débarquent en tenue de sport avec de fausses cartes d'identité pour tenter d'accéder à une base militaire sécurisée, » rétorqua Thornton, retrouvant son autorité. « Cooper, appelle la police militaire. Mitchell, si elle bouge, tu es autorisé à la détenir. »« C'est ridicule, » dit Amara, son calme finissant par s'effriter. « Je suis officier dans la marine américaine. J'ai des ordres légitimes. Si vous pouviez juste... »« Ce que vous avez, » interrompit Thornton en s'approchant si près qu'elle sentit le café dans son haleine. « C'est une trentaine de secondes avant que la police militaire n'arrive pour vous arrêter pour tentative d'accès non autorisé à une installation fédérale, possession de faux papiers d'identité et usurpation d'identité. Vous encourez 5 à 10 ans de prison fédérale. Voici ce qui va se passer. Vous allez vous asseoir là, dit-il en désignant le trottoir. Vous allez mettre les mains sur la tête et attendre tranquillement pendant que nous vous examinons. »« Je ne suis assise nulle part, » dit Amara d'une voix plus dure. « J'appelle mon commandement. » Elle tendit la main vers son téléphone. La main de Thornton se tendit brusquement et lui saisit le poignet, sa poigne douloureuse, ses doigts s'enfonçant dans les muscles et les tendons avec la force experte de quelqu'un qui a déjà maîtrisé des personnes. « Tu n'appelles personne, tu obéis à mes ordres, sinon ça va empirer pour toi. »
Lâche-moi, dit Amara, sa voix retombant sur le ton de commandement qui avait envoyé les équipes SEAL en zone de combat. C'est un ordre. Le visage de Thornton se tordit de rage et de quelque chose de plus laid encore. La fureur d'un homme dont l'autorité était contestée par quelqu'un dont il croyait fondamentalement qu'il n'avait aucun droit de le défier. Vous ne me donnez pas d'ordre. Vous n'êtes pas militaire. Vous êtes un civil avec une fausse carte d'identité et un problème de comportement. Et, maintenant, vous résistez aux forces de sécurité. Il lui tordit le bras dans le dos. L'entraînement d'Amara aurait pu lui briser l'emprise de 3 manières différentes, l'écraser au sol en moins de 2 secondes, mais elle se trouvait sur une base militaire, entourée de gardes armés, et toute résistance physique aurait été transformée en preuve de culpabilité. Alors elle le laissa lui forcer le bras entre ses omoplates, ignorer sa brusque inspiration, tandis que l'angle, au-delà du confort, se transformait en une véritable douleur. « Mitchell, menotte !» ordonna Thornton. Le jeune garde tâtonna avec sa ceinture de service en sortant des attaches autobloquantes. Ils tournèrent derrière elle, et Amara sentit le plastique lui mordre les poignets, se serrant jusqu'à ralentir la circulation sanguine et provoquer des picotements dans ses doigts. « C'est une agression contre un officier supérieur, » dit Amara en serrant les dents. « Quand mon commandement la prendra. »« Votre ordre » s'exclama Cooper en riant. « Madame, le seul ordre que vous allez voir, c'est un juge vous ordonnant de purger votre peine. Vous pensiez vraiment pouvoir entrer dans une base des SEAL en vous faisant passer pour un officier? Que comptiez-vous faire? Prendre des photos d'installations sécurisées? Voler des informations confidentielles? Je parie qu'elle a un casier judiciaire, ajouta Mitchell en ressortant son téléphone. C'est généralement le cas de ces types. Elle a probablement pensé qu'une carte d'identité militaire la sortirait des ennuis si la police locale la vérifiait. Ce genre-là, répéta Amara, la voix tremblante d'une colère qu'elle ne parvenait pas à contenir. Tu veux être précise sur le type que tu me prends? Thornton la saisit par l'épaule et la fit pivoter face au poste de garde. Le genre de personne qui ne respecte pas les règles. Le genre de personne qui se croit spéciale. Le genre de personne qui... Il ne termina pas sa phrase, mais ce n'était pas nécessaire. Amara en avait entendu des variantes tout au long de sa carrière. Le genre de personne qui n'avait pas sa place. Le genre de personne qui devrait connaître sa place. Le genre de personne dont la couleur de peau et le sexe signifiaient que chaque réussite serait remise en question, chaque titre mis en doute, chaque instant d'autorité traité comme suspect. « Marche !» ordonna Thornton, en la poussant vers le poste de garde avec une telle force qu'elle trébucha. Les colliers de serrage lui entaillèrent les poignets. Son épaule la lançait là où il l'avait arrachée. Mais pire que la douleur physique était l'humiliation. Être malmené par des hommes qui auraient dû reconnaître son rang, qui auraient dû faire preuve de la plus élémentaire courtoisie militaire, mais qui ne voyaient que ce que leurs préjugés leur dictaient. À l'intérieur du poste de garde, des néons bourdonnaient au-dessus de sa tête. Un bureau encombré de paperasses, une rangée d'écrans de sécurité affichant différents angles du portail, un casier à armes fermé par un lourd cadenas. Thornton la poussa sur une chaise en métal de celle conçue pour être inconfortable, pour faire se sentir petit. « Voilà ce qui va se passer », dit Thornton adossé à son bureau, les bras croisés, une posture rayonnante de satisfaction. La police militaire va arriver. Elle va vous conduire au bureau de la sécurité pour examen. On prendra vos empreintes digitales, on vous photographiera et on vous inculpera. Votre fausse pièce d'identité sera utilisée comme preuve. Ensuite, vous serez transféré en détention fédérale pour être jugé. C'est votre seule chance de vous faciliter la tâche. Dites-nous qui a fait cette pièce d'identité. Dites-nous ce que vous essayez vraiment de faire ici. J'essayais de me présenter à mon poste, dit Amara d'une voix ferme malgré tout. Je suis le nouveau commandant de l'équipe SEAL 3. Ma cérémonie de prise de commandement aura lieu demain à 14 heures. L'amiral Henderson m'attend. Si vous pouviez appeler « Commandant des SEALs ». Le rire de Thornton était désormais cruel, vicieux. « Vous? Vous commandez des SEALs ?» Il se tourna vers ses subordonnés. « Vous entendez? Elle nous prend vraiment pour des idiots? » « Une femme noire, » dit lentement Cooper comme pour expliquer quelque chose à un enfant, « ne commandera pas les Navy SEALs. Ce n'est pas comme ça que ça marche.
Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Quel que soit le site web qui vous a raconté cette histoire, quel que soit le fantasme dans lequel vous vivez, c'est la réalité. Et en réalité, des gens comme vous n'ont pas le droit d'entrer sur cette base et de prétendre être quelqu'un d'autre. Des gens comme moi, répéta Amara d'un ton neutre. Tu parles des Noirs, tu parles des femmes. Dis-le clairement. Dis-moi exactement ce que tu penses que les gens comme moi sont capables d'accomplir. Le silence qui suivit était lourd de sous-entendus. Mitchell semblait mal à l'aise, le regard perdu dans le vide. Cooper serra la mâchoire, provocateur et obstiné. Le visage de Thornton demeurait impassible, mais son regard exprimait une certaine froideur. La conviction absolue qu'il avait raison, que ses suppositions étaient justifiées, que sa présence même était un affront à l'ordre naturel des choses. « Je pense que les gens comme vous, dit finalement Thornton d'une voix basse et posée, doivent comprendre que les actes ont des conséquences, qu'on ne peut pas simplement falsifier des documents officiels et espérer s'en sortir par la négociation. Le respect ne s'exige pas, il se mérite, et vous n'avez rien mérité, à part une incarcération fédérale. » Un véhicule s'arrêta devant la maison. Un Humvee de la police militaire, gyrophares allumés. Par la fenêtre du poste de garde, Amara vit 2 policiers militaires en sortir, ajuster leur ceinture de service et se préparer à interpeller un suspect. Son suspect. La situation dégénérait à une vitesse terrifiante. « Dernière chance, » dit Thornton en se redressant tandis que les policiers militaires approchèrent de la porte. « Admettez que c'était une erreur. Dites-nous que vous avez trouvé la pièce d'identité quelque part, que vous étiez simplement curieux au sujet de la base. Nous pouvons réduire les frais et vous simplifier la tâche. »« Je n'ai rien à avouer, » dit Amara, le regardant dans les yeux avec la même présence ferme et autoritaire qui avait fait face aux insurgés dans 3 pays différents. « Sauf que lorsque tout cela sera terminé, lorsque tu comprendras exactement qui je suis et ce que tu as fait, ta carrière sera terminée. Non pas que je cherche à me venger, je n'en aurai pas besoin. Tu te seras fait ça tout seul. » Est-ce une menace? Thornton se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. Parce que menacer un agent de sécurité fédérale est un autre chef d'accusation que nous pouvons ajouter à votre liste. La porte du poste de garde s'ouvrit. Les 2 policiers militaires entrèrent, l'air neutre et professionnel. L'un était jeune, peut-être 25 ans, avec le sérieux et la fraîcheur de quelqu'un qui croyait encore au système. L'autre, plus âgé, était un sergent-chef au regard fatigué qui avait probablement traité 1 millier de suspects et avait appris à ne pas se laisser prendre au dépourvu. « Maître d'armes Thornton, » dit le sergent-chef en hochant respectueusement la tête. « Vous avez appelé au sujet d'une tentative d'accès non autorisée? »« Pire encore, sergent-chef Rivers, » dit Thornton en désignant Amara comme si elle était un témoin à charge. « Nous avons affaire à une fausse identité militaire, à une usurpation d'identité d'officier et à une tentative d'infiltration d'une installation sécurisée. Elle prétend être une commandante de la Navy affectée à la SEAL Team 3. » Rivers haussa légèrement les sourcils. Il regarda Amara, la regarda vraiment, observant son allure, sa posture, la façon dont elle était assise sur cette chaise inconfortable, le dos droit et le menton relevé malgré les serre-câbles qui lui coupèrent les poignets. « Madame, » dit Rivers prudemment, « quel est votre nom? »« Commandant Amara Washington, » dit-elle clairement. « Matricule 879 54 3381. Je suis affecté au groupe de guerre spécial naval 1, SEAL Team 3. Mes ordres sont dans mon téléphone que le capitaine d'armes Thornton a confisqué. Je dois prendre le commandement demain après-midi. » Une lueur traversa le visage de Rivers. Le doute, peut-être, ou la reconnaissance. Son partenaire, le jeune député, avait sorti une tablette et tapait rapidement. « Monsieur, » dit le jeune député à Rivers d'une voix hésitante, « je vous présente le commandant A. Washington avec ordre de partir pour la base navale de Coronado à compter de 7 semaines, affecté au groupe 1 de Nouvelle-Galles du Sud. » Thornton arracha la tablette des mains du jeune homme, son visage pâlit tandis qu'il lisait l'écran. Puis il rougit. Puis il pâlit à nouveau. Ça doit être une erreur, une coïncidence. Impossible. « Scannez sa carte d'identité, » dit Rivers doucement,
et il y avait quelque chose dans sa voix maintenant, une distance prudente, le ton de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il était peut-être en train d'assister à un désastre qui mettrait fin à sa carrière. « Je l'ai déjà regardé, c'est un faux », insista Thornton, mais sa voix avait perdu toute certitude. « Scanne-le quand même », dit Rivers, et cette fois ce n'était pas une suggestion. Cooper sortit le lecteur d'identité, l'appareil qui aurait dû être utilisé 20 minutes plus tôt, l'outil simple qui aurait pu éviter toute cette catastrophe. Il glissa la carte d'identité d'Amara dans le lecteur. L'appareil bipa. Feu vert. Authentique carte d'identité du département de la Défense. Commandant O5, Marine américaine. Niveau d'habilitation actuel, top secret, SCI. Affectation actuelle, Force spéciale navale. Le poste de garde est devenu absolument silencieux, à l'exception du bourdonnement des lumières fluorescentes et du fracas lointain des vagues de l'océan. « Oh mon Dieu !» murmura Mitchell. Thornton fixait le scanner comme s'il l'avait trahi. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il tenait l'appareil. « Ce n'est pas possible. Le système doit être... »« Le système est bon, » dit Rivers, et sa voix était maintenant tendue par une fureur à peine contenue. « Ce qui est mauvais, c'est que vous ayez immobilisé un supérieur sans motif, confisqué ses biens, l'ayez soumise à... » Il regarda les poignets d'Amara, les attaches qui lui entaillaient la peau, la façon dont elle était assise, l'épaule légèrement voûtée par la douleur de la torsion de Thornton. « Bon sang! Libérez-la, tout de suite! » « Mais elle, nous pensions... » balbutia Cooper. « Je me fiche de ce que tu as pensé, » rétorqua Rivers. « Coupe ses liens et éloigne-toi du commandant, c'est un ordre. » Mitchell s'avança avec un couteau, les mains tremblantes au point de pouvoir à peine percer le plastique. Dès que les liens se relâchèrent, le sang afflua douloureusement dans les mains d'Amara. Des marques d'un rouge profond encerclaient ses deux poignets, là où les attaches avaient entaillé la peau. Son épaule hurla lorsqu'elle la fit rouler vers l'avant, testant les dégâts. « Madame !» dit Rivers d'une voix douce et horrifiée. « Je suis vraiment désolé. Nous n'en avions aucune idée, nous aurions dû vérifier, cela n'aurait jamais dû arriver. » Amara se leva lentement, reprenant possession de son espace, sa présence s'étendant jusqu'à emplir le petit poste de garde d'une autorité qui, invisible aux yeux de ces hommes lorsqu'elle était en tenue de sport, était désormais indéniable. Elle tendit la main. « Mon téléphone et ma carte d'identité, maître d'armes. » Thornton tâtonna avec les deux objets, le visage couleur de cendre. Il ne pouvait soutenir son regard lorsqu'il les déposa dans sa paume tendue. « Madame, si je peux vous expliquer, » commença-t-il. « Tu auras amplement l'occasion de t'expliquer, » dit froidement Amara. « Par écrit, à l'amiral et au NCIS. » Le mot NCIS, Service d'investigation criminelle de la marine, a fait l'effet d'une bombe. Mitchell a sursauté. Cooper semblait malade. Dehors, un autre véhicule s'approcha, un SUV noir arborant des insignes navals sur les portières. Il s'arrêta avec précision et un homme en sortit. Il avait la cinquantaine, était noir, avec le visage buriné et l'assurance tranquille de quelqu'un ayant passé des décennies dans les forces spéciales navales. Son uniforme était impeccable, son trident luisant sur sa poitrine. Il s'agissait du chef Marcus Johnson, conseiller principal de la 3e équipe des SEAL. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre du poste de garde, vit le commandant Washington debout avec des poignets marqués, vit 3 gardes de la porte au visage pâle, vit 2 policiers militaires qui semblaient prêts à disparaître dans le sol, et son expression passa de la confusion à la fureur absolue. Le chef principal Johnson franchit la porte du poste de garde, se mit au garde-à-vous et rendit le salut le plus vif qu'Amara ait vu depuis des années. « Commandant Washington !» dit-il, sa voix résonnant dans le poste de garde jusqu'à l'arrivée matinale du personnel pour la garde de jour. « Chef Johnson, SEAL Team 3, bienvenue à Coronado, madame. » Thornton émit un bruit comme si tout l'air avait quitté ses poumons. Amara lui rendit son salut. « Chef, excellent timing. Madame, êtes-vous blessée? Avez-vous besoin de soins médicaux? » Le regard de Johnson scruta chaque détail,
Les marques sur les poignets, la façon prudente dont elle tenait son épaule, la rage à peine contenue dans son regard. Ça ira, chef principal. Mais je pense que nous devons discuter avec le commandant de la base des protocoles de sécurité à cette porte. Oui, madame. La mâchoire de Johnson était si serrée qu'elle semblait taillée dans le granit. Il se tourna vers Thornton, et chaque mot qu'il prononça était un coup de marteau. Vous avez mis la main sur mon commandant. Vous l'avez maîtrisé. Vous l'avez traité comme une criminelle. Et pourquoi? Parce que vous ne pouviez pas croire qu'une femme noire puisse être commandante de la marine? Parce que vous ne pouviez pas croire que quelqu'un qui lui ressemble puisse commander des SEALs? Nous ne savions pas, essaya Thornton. Vous ne vouliez rien savoir, l'interrompit Johnson. Vous aviez sa carte d'identité, vous aviez des scanners, vous aviez des protocoles, mais vous avez décidé que ce que vous voyiez, sa couleur de peau, son sexe, était plus fiable que les documents officiels du gouvernement. Vous avez décidé que les gens comme elle n'avaient pas le droit de devenir officiers, n'avaient pas le droit de commander, n'avaient pas leur place ici. D'autres véhicules arrivaient. La nouvelle se répandait. Le personnel se rassemblait à distance, observant la scène. Les téléphones étaient sortis, enregistrant. D'ici ce soir, la nouvelle serait connue de toutes les bases navales de la flotte du Pacifique. Une berline de la marine s'arrêta et une femme en uniforme kaki avec l'insigne de commandant en sortit, avançant rapidement. Le capitaine de corvette Patricia Sterling, officier des opérations de la base. Elle avait visiblement été briefée en route, car son visage était déjà marqué par l'horreur professionnelle. « Commandant Washington ?» demanda-t-elle en s'approchant avec une prudence visible. « Madame, je suis le capitaine de corvette Sterling, des opérations de la base. J'ai prévenu l'amiral Henderson. Il a requis votre présence immédiate dans son bureau, ainsi que... » Son regard se posa sur Thornton avec un mépris à peine dissimulé. Le capitaine d'armes Thornton et toute autre personne impliquée dans cet incident. « Compris, » dit Amara. Elle regarda Thornton, Cooper, Mitchell. Elle regarda ces hommes qui étaient si convaincus de son infériorité qu'ils avaient ignoré toute preuve du contraire. « Maître d'armes, vous et votre personnel resterez ici jusqu'à l'arrivée du NCIS pour recueillir vos dépositions. Vous êtes confinés dans ce bâtiment. C'est un ordre. Madame, s'il vous plaît, si nous pouvions juste... » La voix de Thornton se brisa. « Vous avez eu de multiples occasions de vérifier mon identité, » dit Amara, la voix chargée de 15 années de commandement. « Vous avez préféré m'agresser, me maîtriser et me traiter comme une criminelle. Pourquoi? Parce que vous ne pouviez pas imaginer qu'une personne qui me ressemble puisse mériter le grade que je porte. Vous avez vu ma peau en premier et vous avez décidé que c'était tout ce que vous aviez besoin de savoir. » Elle s'est rapprochée de lui, et malgré sa petite taille, malgré ses vêtements de sport, malgré tout ce qu'il lui avait fait subir, Thornton a physiquement reculé. « J'ai servi ce pays pendant 15 ans, poursuivit Amara. J'ai mené des SEALs au combat. J'ai reçu la Silver Star pour mon courage au feu. J'ai mérité tous les grades, tous les rubans, toute l'autorité que je détiens. Et tout cela ne comptait pas pour toi, n'est-ce pas? Parce que tu avais déjà décidé de mes capacités en fonction de mon physique. » « Nous faisions juste notre travail, » dit faiblement Cooper. « Votre travail, » dit Amara en se tournant vers lui, « est de vérifier les justificatifs d'identité et d'autoriser l'accès au personnel autorisé. Votre travail n'est pas de procéder à un profilage racial des visiteurs. Votre travail n'est pas d'agresser des personnes qui ne correspondent pas à votre définition étroite de ce qu'est un officier militaire. Vous avez échoué dans votre travail, et maintenant, vous en subirez les conséquences. » Une berline du NCIS arriva. 2 agents en sortirent, badge visible. Ils s'approchèrent d'abord du chef Johnson, parlant à voix basse et prenant des notes. L'un d'eux photographia les poignets d'Amara. L'autre commença à interroger les 2 policiers, dont le soulagement de ne pas être au centre de l'enquête était visible. La voiture de l'amiral Henderson s'arrêta et le commandant de la base en sortit. Un homme d'une 50aine d'années, l'étoile d'amiral scintillant au col et affichant une expression de fureur absolue. Tout le monde se mit au garde-à-vous. « Commandant Washington !» dit-il d'une voix crispée par une rage contenue qui ne lui était visiblement pas adressée. « Au nom de ce commandement,
Je vous présente mes plus sincères excuses pour ce traitement inadmissible. Ce n'est pas ainsi que nous traitons les officiers. Ce n'est ainsi que nous traitons personne. Merci, amiral, dit Amara, son allure militaire parfaite malgré tout. Henderson se tourna vers Thornton. Maître d'armes, vous êtes relevé de vos fonctions avec effet immédiat. Vous remettrez vos papiers et votre arme au NCIS. Vous êtes confiné à la base en attendant l'enquête et la procédure de cour martiale. Monsieur, si je pouvais juste expliquer, essaya Thornton. Expliquez-moi. La voix d'Henderson aurait pu glacer le Pacifique. Expliquez-moi comment vous avez agressé physiquement un officier supérieur. Expliquez-moi comment vous avez ignoré les protocoles de vérification. Expliquez-moi comment vous avez laissé vos préjugés personnels compromettre la sécurité et l'intégrité de cette installation. Il s'approcha de Thornton. J'ai examiné votre dossier, maître d'armes. 16 plaintes pour usage excessif de la force au cours des 3 dernières années. 14 de ces plaintes ont été déposées par des minorités, et pourtant, aucune de ces plaintes n'a abouti. Ça prend fin aujourd'hui. Le bureau de l'amiral Henderson occupait le dernier étage du quartier général avec ses baies vitrées donnant sur le Pacifique. Amara était assise en face de son bureau, tandis qu'un infirmier de la marine documentait ses blessures. Des marques rouges profondes autour des poignets, une ecchymose sur l'épaule droite là où Thornton lui avait tordu le bras, un gonflement là où les colliers de serrage avaient coupé la circulation. « Madame, je recommande une intervention orthopédique pour l'épaule, » dit l'infirmier d'une voix calme. « Ce genre de tension des rotateurs peut causer des dommages à long terme. La façon dont votre bras a été tordu, cela correspond à des techniques de compliance agressive que nous sommes spécifiquement formés à ne pas utiliser sur des sujets coopératifs. » Après son départ, Henderson versa de l'eau, l'air assombri par une rage contenue. 15 ans de service, diplômé du BUDES. Plusieurs déploiements au combat, Silver Star, Purple Heart, et on vous a traité comme un criminel à ma porte à cause de la couleur de votre peau. Ce n'est pas la première fois, amiral, dit doucement Amara. Ce ne sera pas la dernière. C'est inacceptable. Henderson consulta des fichiers sur son ordinateur. Le NCIS vient d'envoyer ses conclusions préliminaires. Thornton est commandant de la porte depuis 8 ans. Le personnel noir et latino est soumis à des contrôles secondaires aléatoires, 3 fois plus fréquents que le personnel blanc. 17 incidents de recours à la force excessif ont été documentés en 36 mois, tous impliquant des minorités. Et pourtant, rien de tout cela n'a donné lieu à une enquête ni à des sanctions disciplinaires. Amara repensa au regard que Thornton lui avait lancé. Ce calcul instantané, cette intuition automatique d'une menace. Elle l'avait vu 1000 fois en 15 ans. Dans les salles de briefing où des officiers supérieurs posaient des questions à ses subordonnés masculins malgré son rang. Dans les aéroports où la TSA la sélectionnait avec une régularité irréprochable. L'épuisement de devoir constamment prouver qu'elle avait sa place. « Permission de parler librement ?» demanda Amara. « D'accord. Et c'est Lawrence, quand on est seul. » Lawrence, ce qui s'est passé ce matin n'est pas dû à un gardien raciste. Il s'agit d'un système qui permet à des hommes comme Thornton de prospérer tandis que les plaintes sont ignorées. Le traduire en cour martiale envoie un message, mais ne résout pas le problème sous-jacent. Qu'est-ce qui pourrait résoudre ce problème? Responsabilité à tous les niveaux. Formation qui change réellement les comportements. Comité de promotion qui s'interroge sur les raisons de 16 plaintes pour usage excessif de la force. Évaluation du climat de commandement qui tienne compte des minorités. Elle marqua une pause. Et la représentation. Alors que je suis la seule femme noire que la plupart des marins ont vue au grade O5, leurs préjugés ne sont jamais remis en question. Henderson hocha la tête. C'est pourquoi votre mission est importante. Vous brisez une barrière qui aurait dû être brisée il y a des décennies. Je ne me suis pas engagé pour être un symbole, je me suis engagé pour servir. Tu feras les deux, que tu le veuilles ou non. C'est le fardeau d'être le premier. Le capitaine Jennifer Hayes entra avec une tablette. Amiral, commandant, le NCIS a compilé des images de sécurité. Vous devez absolument voir ça.
La vidéo était accablante. Plusieurs angles de caméra montraient Thornton apercevant Amara à 25 mètres, faisant immédiatement signe à Cooper et Mitchell avant même qu'elle ait prononcé un mot. Son ricanement lorsqu'il examina sa carte d'identité. L'agression violente. Son visage heurta le mur. Du sang coula sur sa lèvre fendue. Des attaches autobloquantes lui coupèrent les poignets jusqu'à ce que ses mains se décolorent. Ace a présenté des images prises 2 semaines auparavant. Un lieutenant-commandant noir en tenue blanche a été fouillé pendant 47 minutes, tandis que des officiers blancs parcouraient les voies adjacentes avec de simples contrôles d'identité. Un capitaine de la marine latino a été détenu pendant 20 minutes, tandis que Thornton vérifiait des papiers manifestement légitimes. Combien d'incidents ? Demanda Henderson. 47 cas ont été recensés en 18 mois, a déclaré Hayes. Le NCIS estime que les chiffres réels sont 3 à 4 fois plus élevés, car la plupart ne signalent pas. Ils ont eu raison de ne pas s'attendre à ce que justice soit faite, dit Amara avec amertume. Des plaintes ont été déposées et rejetées, toutes. La commandante Rachel Morrison, du JAG, est entrée avec les dossiers juridiques. Amiral, commandant Washington, j'ai rempli les documents d'accusation. Le maître d'armes Thornton fait face à 8 chefs d'accusation en vertu de l'UCMJ. Elle les a énumérés systématiquement. Article 90, agression contre un supérieur. Article 92, non-respect des règlements. Article 93, cruauté et mauvais traitement. Article 117, provocation à caractère racial. Article 128, agression. Article 133, conduite inconvenante, 2 chefs d'accusation. Article 134, atteinte à l'ordre public et séquestration abusive. Quelle est la peine recommandée ? Demanda Henderson. Maximum, 15 ans de réclusion, rétrogradation au grade E ou 1, perte de tout salaire, y compris la pension, licenciement pour honneur. Sa carrière a été complètement détruite. Bien. Et les autres ? Cooper et Mitchell sont chacun accusés de 6 chefs d'accusation, de 5 à 7 ans de prison, une réduction de peine à E1 et une peine minimale de renvoi pour mauvaise conduite. Morrison se tourna vers Amara. « Commandant, je veux que vous compreniez ce qu'implique une cour martiale. Des procédures publiques, probablement diffusées. La défense attaquera votre crédibilité, suggérera que vous avez provoqué cela, remettra en question votre diplôme BUD-S, insinuera que les normes ont été abaissées, examinera chaque évaluation négative que vous avez reçue. Ils vous feront revivre cet incident avec des détails atroces et déformeront chaque décision en un mauvais jugement. » Qu'ils essaient, dit Amara. J'ai 15 ans de dossiers exemplaires. Étoile d'argent, bravoure au combat, des images de vidéosurveillance prouvant que je me suis clairement identifié et que j'ai quand même été agressé, et 17 autres victimes sont prêtes à témoigner sur les méthodes de Thornton. Audience au titre de l'article 32 dans 2 semaines, a déclaré Morrison. Cour martiale plénière dans 60 à 90 jours. Je demande un calendrier accéléré. Après le départ de Morrison, Henderson étudia attentivement Amara. Parlez-moi des 15 années qui vous ont amené ici, parce que demain, tout le monde vous regardera prendre les commandes. Amara prit une inspiration. J'ai grandi à Détroit, dans l'est du pays. Mon père était mécanicien, ma mère faisait des ménages. Aucun des deux n'a terminé le lycée, mais tous deux étaient brillants. Ils ont été sous-estimés toute leur vie. Les gens, voyant les mains grasses de mon père et les produits d'entretien de ma mère, se faisaient des illusions sur leur intelligence et leur valeur. Quand je leur ai annoncé mon intention de m'engager dans la marine, ma mère a pleuré pendant 3 jours. Non pas qu'elle ne me soutenait pas, mais qu'elle était fière. Elle pleurait parce qu'elle savait exactement ce qui m'attendait, que l'Amérique verrait ma peau avant mon uniforme, qu'il faudrait que je sois 2 fois meilleur pour être considéré comme à moitié aussi compétent. Mais tu as quand même rejoint l'équipe. Je me suis engagé parce qu'elle m'a appris qu'être sous-estimé était synonyme de pouvoir, que prouver aux autres qu'ils avaient tort était une victoire en soi. Alors, je me suis engagé à 18 ans. J'ai obtenu les 2 meilleurs pour 100 à l'ASVAB et j'ai décidé de devenir SEAL. Tu as opté pour BUD-S ? Après 2 ans comme infirmier, à préparer les élèves, j'ai été admis en 2e promotion réservée aux femmes.
18 femmes ont commencé et 3 ont terminé. Vous avez terminé 5e au classement général, a noté Henderson. 5e sur 42 diplômés. Première parmi les femmes. Mais ce n'était pas suffisant. Mon premier commandant de section, le lieutenant-commandant Harrison, m'a qualifié de expérience sociale et m'a affecté à l'analyse du renseignement. Il m'a gardé sur la base pendant notre déploiement en Irak, tandis que les hommes partaient en mission de combat. Comment l'as-tu fait changer d'avis? Notre base opérationnelle a été attaquée. 30 combattants de l'EI, des lance-roquettes et des mitrailleuses. J'ai attrapé mon fusil. J'ai couru dehors. J'ai tué un artilleur qui immobilisait 2 Marines, puis j'ai tiré un Marine blessé en sécurité sous les tirs. Après cela, Harrison n'a plus pu justifier ma mise sur le banc. Il ne s'est toutefois jamais excusé. C'est en Afghanistan que vous avez obtenu la Silver Star, a déclaré Hayes. Helmand, 2016. Le nettoyage d'un village s'est transformé en embuscade en L. Notre lieutenant a reçu un éclat d'obus en pleine poitrine, tué sur le coup. Le commandement m'est revenu en tant qu'officier marinier supérieur. 12 SEALs immobilisés, 2 blessés, l'ennemi sur 3 côtés, un appui aérien à 20 minutes. Les mains d'Amara se crispèrent. J'ai pris 4 volontaires, j'ai flanqué un verger de grenadiers, j'ai frappé leur nid de mitrailleuses à la grenade. J'ai pris la position et j'ai pointé mon arme contre eux. Je suis resté sur cette mitrailleuse pendant 12 minutes, maîtrisant les talibans pendant que mon équipe évacuait les blessés. J'ai été touché, un fragment de balle dans la cuisse, mais j'ai continué à tirer jusqu'à l'arrivée des secours. 17 heures d'opération, lut Henderson. Ils ont failli amputer. Ils m'ont dit que je ne me représenterais plus jamais. Je leur ai dit de faire ce qu'ils pouvaient. 8 mois de rééducation infernale. Tout le monde m'a dit d'accepter mes limites, de passer à un rôle administratif, que j'en avais assez fait. J'ai repris mes fonctions chez les SEAL, j'ai réussi toutes les qualifications et j'ai été déployé en Syrie et au Yémen. Puis le Pentagone, 3 ans de refonte des protocoles d'entraînement. J'ai analysé 15 années d'opérations de combat, interrogé des centaines d'opérateurs et identifié ce qui maintient réellement les gens en vie par rapport aux difficultés artificielles. J'ai amélioré les taux de réussite de 14% tout en relevant certains standards. Mes protocoles sont désormais utilisés par tous les commandements d'opérations spéciales. L'amiral Chen vous a qualifié de meilleur stratège de sa génération, a déclaré Henderson. Il vous a personnellement recommandé pour ce commandement. Et ce matin, un gardien a conclu que mes diplômes étaient faux à cause de ma couleur de peau, a déclaré Amara. 15 années d'excellence n'avaient aucune importance. Demain, dit Henderson, tu te présenteras devant cette base et prendras le commandement de l'équipe SEAL 3. Tout le monde t'observe. Certains espèrent ta réussite, d'autres attendent ton échec. Je peux reporter si tu as besoin de récupérer. Non, a immédiatement répondu Amara. Reporter envoie le message que le racisme a un pouvoir sur moi. Nous procédons comme prévu. C'est exactement ce que j'espérais que vous diriez. Cette cérémonie ne se résume pas à votre accession au pouvoir. C'est une déclaration affirmant que l'excellence transcende les préjugés. Le chef principal Marcus Johnson la trouva ce soir-là dans ses quartiers temporaires, les yeux fixés sur l'uniforme du lendemain. Les épaulettes brillaient de 4 galons. Le rang acquis par le sang, l'autorité que Thornton avait tenté de lui ôter. « Permission d'entrer, madame » ? C'est vrai, c'est Amara quand on est seul. Amara. Il s'assit en face d'elle, le visage buriné, troublé. « Je suis un SEAL depuis 20 ans. J'ai servi auprès de centaines d'opérateurs. Tu sais ce qui fait un grand commandant? Pas seulement l'habileté tactique ou l'expérience du combat, même si tu les possèdes en abondance. C'est la capacité à diriger des gens qui guettent le moindre signe de faiblesse, la moindre excuse pour douter de toi. Demain, tous les SEAL de l'équipe 3 vous observeront. Certains seront sceptiques, d'autres pleins de ressentiment. Certains espèrent que vous échouerez pour confirmer leurs préjugés sur les femmes dans les opérations spéciales, sur les initiatives en faveur de la diversité, sur le politiquement correct censé abaisser les standards. « Je sais, » dit doucement Amara. « Mais voici ce que je sais d'autre. J'ai lu vos rapports d'opération en Afghanistan. J'ai étudié vos protocoles d'entraînement au Pentagone. J'ai parlé aux SEAL qui ont servi à vos côtés en Syrie et au Yémen, et tous m'ont dit la même chose.
Vous êtes le meilleur chef de combat avec lequel ils ont travaillé. Calme sous le feu, génie tactique. Vous ne demandez jamais à vos subordonnés ce que vous ne feriez pas vous-même. Voilà qui vous êtes. Ce qui s'est passé ce matin était criminel, raciste et inexcusable, a poursuivi Johnson. Mais cela ne vous définit pas. Vos 15 années de service vous définissent. Votre Silver Star vous définit. Les vies que vous avez sauvées et les missions que vous avez menées, voilà votre définition. Merci, chef principal. Encore une chose. L'équipe sait ce que Thornton a fait. Nous sommes furieux, non seulement parce que tu es notre nouveau commandant, mais parce que tu es l'un des nôtres. Tu as mérité le trident. Tu as versé ton sang pour les équipes. Quiconque te traite comme un moins que le guerrier que tu es devra rendre des comptes à nous tous. Après son départ, Amara s'autorisa un instant de vulnérabilité. Elle pensa à sa mère qui l'avait prévenue que cela arriverait, à son père qui lui avait appris que l'excellence était la seule réponse aux préjugés. Les professeurs de Bad S, qui l'avaient observée de plus près, la jugeaient plus sévèrement, attendant son échec. Elle repensa au lieutenant Harrison qui l'avait empêché de participer à des missions, jusqu'à ce que la violence l'y force, aux combattants talibans qu'elle avait tués pour sauver son équipe, aux 8 mois de rééducation pénible où tout le monde lui avait dit d'abandonner, aux 15 années passées à faire ses preuves encore et encore auprès de gens qui ne seraient jamais satisfaits. Et elle pensait à demain, se tenir devant des centaines de SEALs, prendre le commandement de l'équipe 3, sachant que Thornton et ses semblables observaient depuis l'endroit où il gardait les prisonniers en attente de cour martiale, sachant que son succès les exaspérerait plus que n'importe quelle punition qu'un juge pourrait leur infliger. Elle sécha ses larmes, sortit son uniforme blanc et commença à se préparer mentalement. Non pas pour la cérémonie, elle en avait déjà présidé, mais pour le poids d'être la première. Le fardeau de savoir que chaque décision, chaque ordre, chaque succès et chaque échec serait amplifié et généralisé à toutes les femmes et personnes de couleur qui suivraient. Demain, elle prendrait le commandement, et elle prouverait, une fois de plus, qu'elle avait sa place. Cliquez sur ce bouton d'abonnement si vous croyez en la justice. Aimez si la responsabilité est importante. Commentez ci-dessous. Thornton devrait-il être condamné à la peine maximale de 15 ans? Car ce qui se passera devant ce tribunal montrera si la marine accorde réellement la même valeur à tous ses officiers. Le soleil matinal se leva sur l'île de Coronado avec cette clarté cristalline qui fit la renommée de la Californie. À 8 heures, le terrain de parade de la base navale amphibie de Coronado se remplit de personnel. Des centaines de marins en tenue de cérémonie blanche et kaki, des membres des SEAL en uniforme beige, trident brillant sur la poitrine, et des officiers de toute la flotte du Pacifique venus spécialement pour cette cérémonie. Le commandant Amara Washington se tenait dans ses quartiers provisoires, boutonnant son uniforme blanc avec une précision méticuleuse malgré une douleur persistante à l'épaule. Le miroir reflétait une guerrière. 4 galons dorés sur ses épaulettes, des rubans sur sa poitrine, la Silver Star en évidence, le trident des SEAL sur sa poche de poitrine gauche. Voilà qui elle était. Pas la femme que Thornton avait vue en tenue de sport. Pas le suspect qu'il avait maîtrisé et ensanglanté. Mais une vétérane décorée, une stratège de génie, une leader qui avait gagné tous ses grades par l'excellence et le sacrifice. Le chef Johnson frappa et entra. « Madame, la base est assemblée. L'amiral Henderson vous demande d'être là dans 5 minutes. »« Je suis prêt, chef principal. » Ils traversèrent ensemble la base, passant devant des bâtiments où les marins s'arrêtaient pour saluer, devant le complexe d'entraînement Bud S, où une nouvelle promotion de candidats observait avec une curiosité non dissimulée. La nouvelle s'était vite répandue. Tout le monde savait ce qui s'était passé à l'entrée la veille au matin. Tout le monde avait vu les images de sécurité qui avaient fuité sur les réseaux sociaux et étaient devenues virales pendant la nuit. Des millions de vues, des milliers de commentaires allant du soutien indigné au rejet raciste. Le terrain de parade était parfaitement organisé. La 3e équipe des SEAL se tenait en formation au centre. 48 membres, les meilleurs combattants que l'Amérique ait produits.
Derrière eux, des centaines de membres du personnel de la base remplissaient les gradins. Les caméras des médias étaient alignées tout autour. Il ne s'agissait plus d'une simple cérémonie de passation de commandement. C'était une déclaration sur qui occupait les postes d'autorité et qui n'en avait pas. L'amiral Henderson se tenait à la tribune, l'air grave mais déterminé. Le capitaine Hayes portait les couleurs de l'unité. Le commandant sortant, le commandant Robert Mitchell, sans lien de parenté avec le garde de la porte, attendait pour transmettre l'autorité. À l'approche d'Amara, toute l'assemblée se mit au garde-à-vous avec une précision digne d'un terrain de parade. Des centaines de mains claquèrent pour saluer. Les agents des SEAL gardaient parfaitement leur cap, mais elles lisaient leurs regards. Certains curieux, d'autres sceptiques, d'autres encore ouvertement hostiles, leurs expressions exprimant qu'ils considéraient qu'une femme noire à la tête des SEALs était une erreur de politiquement correct. Elle avait déjà affronté ces regards. À l'école BUD-S, où les instructeurs attendaient qu'elle sonne la cloche et démissionne. En Irak, où son commandant de section l'avait affecté à des tâches administratives plutôt qu'au combat. En Afghanistan, où les combattants talibans avaient sous-estimé la femme qui menait la contre-attaque jusqu'à ce que ses balles leur prouvent fatalement qu'elle avait tort. Henderson s'est approché du micro. « Mesdames et messieurs, nous sommes réunis pour la cérémonie de passation de commandement de la SEAL Team 3. Mais avant de commencer, je dois évoquer l'incident survenu hier matin à l'entrée principale de cette base. Le terrain de parade est devenu absolument silencieux. Le commandant Amara Washington, l'officier que vous voyez devant vous, a été agressé physiquement, entravé avec des serre-câbles et traité comme une criminelle par le personnel de sécurité. Pourquoi ? Parce que le capitaine d'armes Thornton et ses subordonnés ont examiné sa couleur de peau et ses vêtements civils et ont décidé, sans vérifier ses qualifications et sans suivre les protocoles en vigueur, qu'elle ne pouvait pas être commandant de la marine affecté à cette base. La voix d'Henderson se durcit. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un excès de zèle en matière de sécurité, c'était du profilage racial, c'était une agression contre un supérieur. C'était un symptôme du racisme systémique qui a persisté dans cette installation pendant des années, tandis que les plaintes étaient ignorées et les victimes réduites au silence. Des murmures parcoururent la foule. Certains se dandinèrent, d'autres hochèrent la tête en signe de reconnaissance. Le maître d'armes Thornton, ainsi que les sous-officiers Cooper et Mitchell, sont actuellement détenus en attente de leur comparution en cour martiale pour de multiples chefs d'accusation, dont agression sur supérieur, conduite inconvenante et violation des droits civiques. S'ils sont reconnus coupables et les preuves sont accablantes, ils risquent des années de prison militaire, une radiation pour honneur et la perte totale de leurs avantages. Leur carrière est terminée, leur réputation détruite, comme il se doit. Henderson marqua une pause, le temps de bien assimiler cette idée. Mais punir 3 gardes racistes ne résout pas le problème. Cela ne s'attaque pas à la culture qui a permis à leur comportement de perdurer pendant des années. Cela ne répare pas les dommages causés aux 47 autres membres du personnel issus de minorités qu'ils ont ciblés. Et cela n'efface pas le message qu'ils ont envoyé. Les personnes qui ressemblent au commandant Washington n'ont pas leur place ici. Il se tourna vers Amara. Je tiens à être parfaitement clair pour tous ceux qui sont sur cette base et pour tous ceux qui nous regardent dans le monde entier. Le commandant Washington a sa place ici. Elle a gagné sa place grâce à 15 années de service exemplaire, en obtenant son diplôme de BUD-S parmi les 5 premières de sa promotion, en menant les SEALs au combat en Irak, en Afghanistan, en Syrie et au Yémen, en obtenant la Silver Star pour sa bravoure sous le feu ennemi lors d'une contre-attaque qui a sauvé toute son équipe, en subissant une blessure de combat presque mortelle et en luttant pendant 8 mois de rééducation pour reprendre pleinement ses fonctions au sein des SEALs, en repensant les protocoles d'entraînement aux opérations spéciales qui ont amélioré l'efficacité de chaque équipe SEAL de la Navy. La voix d'Henderson s'éleva avec passion. Elle a sa place ici, non pas à cause d'initiatives en faveur de la diversité, du politiquement correct ou d'un abaissement des normes. Elle a sa place ici parce qu'elle est l'un des meilleurs chefs de combat que ce pays ait produit.
Et quiconque, n'importe qui, remet en question ses qualifications en raison de sa couleur de peau ou de son sexe peut prendre rendez-vous avec moi pour discuter de son maintien dans la marine américaine. Les agents des SEAL restèrent immobiles, mais Amara comprit que le message était bien reçu. Certains visages exprimaient du respect, reconnaissant qu'Henderson traçait une ligne infranchissable. D'autres exprimaient un ressentiment qui ne disparaîtrait probablement jamais complètement. C'était normal. Elle n'avait pas besoin qu'ils l'apprécient. Elle avait besoin qu'ils obéissent à ses ordres et fassent confiance à son jugement. Le respect se gagnait par la compétence. Maintenant, dit Henderson, son ton se transformant en cérémonie officielle, nous procédons à la passation de commandement. Commandant Mitchell, vous avez dirigé cette équipe avec distinction pendant 30 mois. La Marine vous remercie pour votre service au sein de la SEAL Team 3. La cérémonie s'est déroulée selon les protocoles traditionnels. Le commandant Mitchell a lu les ordres le libérant de son commandement. Il a brièvement évoqué l'honneur de diriger les combattants américains, les missions accomplies et les défis surmontés. Puis, il s'est tourné vers Amara, l'a salué et a dit à voix basse, suffisamment fort pour que les premiers rangs l'entendent, « Ce sont les meilleurs agents de la marine, commandant. Dirigez-les bien. »« Je le ferai, » promit Amara. L'amiral Henderson a lu les ordres d'Amara à voix haute. Le commandant Amara G. Washington de la marine américaine est nommé commandant de la SEAL Team 3, Naval Special Warfare Group 1, avec effet immédiat, par ordre du chef des opérations navales, avec l'approbation du secrétaire à la marine. Le capitaine Hayes présenta les couleurs de l'unité, le drapeau symbolisant l'histoire, les missions et l'honneur de la SEAL Team 3. Le commandant Mitchell en tenait un côté, Amara l'autre. Le transfert symbolique d'autorité, le moment où le commandement passait d'un officier à un autre. « Je vous soulage, monsieur, » dit clairement Amara. « Je suis soulagé, » a répondu Mitchell. Le drapeau passa entre les mains d'Amara. Elle était désormais commandante. La responsabilité de 48 agents SEAL, de dizaines de personnels de soutien, de millions de dollars d'équipements et de missions classifiées protégeant des vies américaines reposait désormais sur ses épaules. Elle s'avança vers le micro, le drapeau fermement tenu dans sa main gauche. Tous les regards sur le terrain de parade étaient braqués sur elle. C'était le moment crucial. Ses premiers mots en tant que commandant allaient donner le ton à la suite. « Équipe 3 », commença-t-elle, sa voix résonnant à travers le terrain de parade, avec l'autorité acquise en dirigeant des guerriers au combat. « Je me présente à vous non pas comme un symbole, une déclaration ou une initiative de diversité. Je me présente à vous en tant qu'agent SEAL qui a gagné le droit de vous guider dans les mêmes épreuves que vous avez toutes endurées. Je sais que certains d'entre vous sont sceptiques. Vous me regardez en vous demandant si j'ai obtenu ce commandement en raison de mon origine ethnique ou de mon sexe plutôt que de mes qualifications. Permettez-moi d'aborder ce sujet directement. J'ai obtenu mon diplôme de BUD-S 5e de ma promotion. J'ai été déployé dans 4 zones de combat. J'ai dirigé des missions d'action directe, des sauvetages d'otages et des opérations antiterroristes. J'ai été blessé par balle. J'ai failli être amputé d'une jambe et je suis revenu pleinement opérationnel parce que j'ai refusé de laisser mes blessures définir mes capacités. J'ai planifié des campagnes d'opérations spéciales au Pentagone, qui font désormais partie de la doctrine de toutes les unités des forces spéciales. Elle marqua une pause, croisant le regard des opérateurs devant elle. Mon dossier parle de lui-même, mais je comprends que vous ne me devez pas le respect uniquement sur la base de vos qualifications. Vous me jugerez sur mes décisions, mon leadership et ma capacité à vous ramener vivant des missions qui nous sont confiées. C'est normal. C'est comme ça que ça doit être. Voici ce que je vous promets. Je ne vous demanderai jamais de faire quoi que ce soit que je ne ferai pas moi-même. Je ne compromettrai jamais votre sécurité pour des raisons politiques ou de relations publiques. Je ne sacrifierai jamais l'efficacité de ma mission à mon avancement personnel. Et je ne tolérerai jamais, jamais le racisme, le sexisme ou toute autre forme de discrimination au sein de ce commandement. Nous sommes les SEAL. Nous sommes les meilleurs parce que nous nous concentrons sur les compétences, pas sur l'apparence, sur la performance, pas sur les préjugés. La voix d'Amara se durcit.
Ce qui m'est arrivé hier matin à cette porte est une honte. Mais cela me rappelle aussi que l'excellence n'est pas toujours reconnue par ceux qui jugent sur des suppositions plutôt que sur des preuves. Certains d'entre vous pourraient être confrontés à des situations similaires, être sous-estimés, jugés sur leur apparence, se voir refuser des opportunités parce que quelqu'un a décidé que vous ne correspondiez pas à leur image de guerrier. Quand cela se produit, vous répondez avec excellence. Vous leur prouvez qu'ils ont tort, non pas par des mots, mais par vos performances. Et vous n'oubliez pas que cette équipe, votre équipe, juge les gens sur leurs compétences et non sur leurs caractéristiques démographiques. Elle a hissé les couleurs de l'unité. La SEAL Team 3 est fière d'avoir accompli des missions impossibles. Cet héritage perdure aujourd'hui. Je suis honoré de vous commander. Je suis prête à vous diriger. Et je vous promets qu'ensemble, nous maintiendrons le niveau d'excellence que ce trident représente. Les agents des SEAL se mirent à saluer. Le geste était vif, professionnel et, pour la plupart, sincèrement respectueux. Elle avait dit ce qu'il fallait dire. Il lui fallait maintenant le prouver par l'action. Après la cérémonie, le chef Johnson a conduit les dirigeants de l'équipe au bureau de commandement, chefs de section, opérateurs principaux, officiers du renseignement et coordinateurs logistiques. Ils se sont réunis autour de la table de conférence, leurs expressions oscillant entre un optimisme prudent et un scepticisme franc. « Abordons le sujet qui fâche », dit Amara sans préambule. « Certains d'entre vous pensent que je n'ai pas ma place ici. Vous pensez que ce commandement est un jeu politique. Vous avez tort, mais je ne peux pas vous faire changer d'avis avec un discours. Alors, je vais le faire avec des résultats. » Elle afficha les dossiers de mission à l'écran. Nous avons pour mission d'intercepter une cible de grande valeur dans 3 semaines. Des combattants ennemis se déplacent dans une zone interdite. Terrain difficile, population hostile, risque important. Le commandement précédent avait commencé à planifier la mission, mais n'avait pas finalisé les vecteurs d'approche ni les protocoles d'extraction. Pendant les 90 minutes qui ont suivi, Amara leur a présenté une planification tactique démontrant sa maîtrise de la méthodologie des opérations spéciales. Elle a identifié les vulnérabilités du plan préliminaire, proposé des approches alternatives réduisant les risques tout en augmentant les chances de succès, et intégré les enseignements tirés de missions similaires qu'elle avait planifiées au Pentagone. Le scepticisme dans la salle a progressivement cédé la place à l'engagement. Ces professionnels savaient reconnaître l'expertise lorsqu'ils la voyaient. À la fin de la séance de planification, même les opérateurs les plus hostiles approuvaient ces décisions tactiques. « Encore une chose, » dit Amara alors qu'ils s'apprêtaient à partir. « Certains d'entre vous seront appelés à témoigner devant la cour martiale de Thornton. On vous interrogera sur le climat de commandement, sur la discrimination dont vous avez été témoin, sur les comportements à cette porte. Je veux que vous disiez la vérité, quelle qu'elle soit. Il ne s'agit pas de me protéger ou de soutenir un récit. Il s'agit de responsabilité et de justice. » 2 semaines plus tard, l'audience préliminaire prévue à l'article 32 s'est tenue dans une salle d'audience militaire de la base. Le commandant Morrison a mené l'accusation avec une précision méthodique, présentant des images de sécurité montrant l'agression avec des détails terrifiants. Des preuves médicales documentant les blessures d'Amara. Les témoignages des 2 policiers militaires qui, arrivés, ont trouvé un officier supérieur maîtrisé et ensanglanté. Une analyse statistique révélant les pratiques de profilage racial à l'entrée de Thornton. L'avocat de la défense de Thornton, un avocat civil spécialisé dans les affaires militaires, a tenté de faire valoir que son client avait suivi les protocoles de sécurité, que les vêtements civils du commandant Washington et son approche à pied créaient des soupçons raisonnables et que la force utilisée était proportionnelle à la menace perçue. Les images de surveillance ont anéanti toute discussion. L'audio était accablant. La voix de Thornton employait clairement un langage raciste, émettait des hypothèses sur des activités criminelles et refusait de vérifier des informations qui auraient permis de résoudre la situation en quelques secondes. L'officier enquêteur a recommandé le renvoi en cour martiale pour tous les chefs d'accusation. Le procès a été fixé à 6 semaines plus tard. Durant ces 6 semaines, Amara s'est concentrée sur son équipe. Elle a dirigé des exercices d'entraînement qui ont poussé les opérateurs dans leur retranchement. Elle a peaufiné les procédures tactiques grâce à des analyses après action.
Elle a travaillé 18 heures par jour, prouvant par ses performances qu'elle méritait le commandement qu'elle occupait. Le scepticisme de l'équipe s'est progressivement transformé en respect réticent. Elle a surpassé la plupart des autres tireurs sur le champ de tir. Malgré sa jambe endommagée par le combat, elle a maintenu le rythme lors de marches en ruck de 30 km. Elle a démontré un savoir-faire tactique issu de l'expérience du combat réel, et non de la simple théorie théorique. Plus important encore, elle a écouté ses opérateurs, intégré leur expertise à la planification et pris des décisions privilégiant leur sécurité et la réussite de la mission à leur ego personnel. Lorsque la cour martiale s'est enfin réunie, l'attention des médias était intense. CNN, Fox News, MSNBC, toutes ont couvert le procès d'un membre de la marine qui avait agressé une commandante noire des SEAL. La salle d'audience était bondée de spectateurs, de journalistes et de marins de toute la flotte qui aspiraient à ce que justice soit faite. La commandante Morrison a poursuivi avec une efficacité redoutable. Elle a diffusé les images de sécurité à plusieurs reprises, forçant le jury composé d'officiers supérieurs à assister au plaquage du commandant Washington contre un mur, maîtrisé avec des serre-câbles et traité comme un criminel. Elle a présenté des preuves médicales des blessures. Elle a cité 17 autres membres du personnel issus de minorités qui ont témoigné des pratiques de profilage racial et d'usage excessif de la force de Thornton. Lorsqu'Amara a témoigné, l'avocat de la défense a tenté de la discréditer. Il lui a demandé pourquoi elle s'était approchée du portail à pied, pourquoi elle portait des vêtements civils, si elle s'était correctement identifiée, si elle avait résisté d'une manière justifiant sa réponse. Amara a répondu à chaque question avec calme et précision, sa crédibilité étant inébranlable. Elle a expliqué qu'elle souhaitait visiter la base en privé avant sa cérémonie officielle, que des vêtements civils étaient appropriés pour le personnel hors service, qu'elle s'était clairement identifiée et à plusieurs reprises, qu'elle était restée coopérative malgré l'agression. « Commandant Washington, » a demandé l'avocat de la défense, « n'est-il pas vrai que vous avez toujours été sensible aux questions raciales, que vous avez déjà porté plainte pour discrimination présumée ?»« J'ai déposé 2 plaintes officielles en 15 ans de service, » répondit Amara d'un ton neutre. Les 2 ont été confirmés par l'enquête. Les 2 ont donné lieu à des mesures correctives. Je ne vois pas de discrimination là où il n'y en a pas. Je la reconnais lorsqu'elle se produit, car j'en ai été victime à maintes reprises tout au long de ma carrière. N'est-il pas possible que les actions du maître d'armes Thornton aient été fondées sur des préoccupations légitimes en matière de sécurité plutôt que sur des préjugés raciaux? Non, répondit Amara d'un ton neutre. Les images de sécurité montrent qu'il m'a profilé avant que j'atteigne le portail. Il a refusé de vérifier mes informations d'identification avec les scanners disponibles. Il a utilisé un langage raciste, « vous », et a présumé de ma criminalité en me basant sur mon apparence. Ce n'était pas conforme au protocole de sécurité, c'était du racisme. La défense n'avait aucune contre-attaque efficace. Les preuves étaient accablantes. Après 3 jours de témoignages, le jury a délibéré pendant moins de 2 heures. Il a rendu son verdict. Coupable des 8 chefs d'accusation pour Thornton, coupable de 6 chefs d'accusation pour Cooper et Mitchell. Le juge militaire a prononcé sa sentence avec une clarté implacable. Maître d'armes Thornton, vos actes constituent une trahison du serment que vous avez prêté de soutenir et de défendre la Constitution. Vous avez agressé un officier supérieur en vous basant sur des préjugés raciaux. Vous avez abusé de votre autorité. Vous avez déshonoré la marine américaine. Vous êtes condamné à 12 ans de détention à la caserne disciplinaire des États-Unis, à une rétrogradation au grade E1, à la perte de toute solde et indemnité et à la révocation pour cause d'indignation. Vous perdrez tous vos avantages, y compris votre pension. Votre carrière est terminée et vous porterez la honte de cette condamnation toute votre vie. Cooper et Mitchell ont chacun été condamnés à 5 ans de prison, à des réductions de peine similaires et à des renvois pour mauvaise conduite. Tandis que les policiers emmenaient Thornton hors du tribunal, menotté, il regarda Amara avec une haine non dissimulée. Elle soutint son regard sans sourciller. Elle avait gagné non par vengeance, mais par justice. Le système avait fonctionné, lentement, imparfaitement, mais il avait fonctionné. 5 ans plus tard,
Le commandant Amara Washington se tenait sur le même terrain de parade où elle avait pris le commandement, mais arborant désormais les aigles de capitaine. Elle avait été promue très tôt, ses performances à la tête de la SEAL Team 3 étant si exceptionnelles que le comité de promotion avait recommandé à l'unanimité son avancement. Elle avait mené son équipe à travers des missions réussies dans 3 pays. Aucune victime au combat sous son commandement. Plusieurs cibles de grande valeur capturées. Une efficacité opérationnelle dépassant tous les indicateurs. Mais au-delà de ses succès tactiques, elle avait transformé la culture. Elle avait encadré des officiers subalternes, des femmes et des membres de minorités qui la voyaient comme la preuve que les barrières pouvaient être brisées. Elle avait milité pour des changements dans la politique de recrutement et de rétention des talents issus de la diversité au sein de la marine. Elle avait pris la parole à l'Académie navale, lors des cérémonies de remise des diplômes du BUD-S et lors de conférences du Pentagone sur le leadership et l'excellence. La marine a également procédé à des changements. Les protocoles de sécurité aux portes imposaient désormais une vérification immédiate des justificatifs d'identité. Les plaintes pour discrimination étaient examinées par des organismes indépendants plutôt que rejetées par les chaînes de commandement qui protégeaient les auteurs d'abus. La formation à la diversité a été repensée pour se concentrer sur les préjugés inconscients et leurs conséquences opérationnelles plutôt que sur la simple vérification de cases. Thornton purgeait la 5e année de sa peine de 12 ans à Fort Leavenworth. Selon certaines sources, il passait son temps à la bibliothèque de la prison, isolé des autres détenus qui considéraient son agression contre un supérieur comme déshonorante. Sa femme avait divorcé. Ses enfants adultes refusaient tout contact. Sa pension avait disparu, sa réputation était anéantie, son avenir était sombre. Il serait finalement libéré, mais il porterait le poids de cette radiation déshonorante et d'une condamnation fédérale pour le restant de ses jours. Inemployable, déshonoré, un exemple édifiant du coût du racisme. Cooper et Mitchell avaient été libérés après avoir purgé la majeure partie de leur peine. Tous deux peinaient à trouver un emploi, leur casier judiciaire étant déjà jalonné de renvois pour mauvaise conduite. Ils en subiraient les conséquences à jamais. Entre-temps, d'autres changements se sont produits. Les 17 membres du personnel issus de minorités qui avaient témoigné de discrimination ont reçu des excuses officielles et une indemnisation. Plusieurs officiers de la chaîne de commandement de Thornton qui avaient rejeté les plaintes ont été relevés de leurs fonctions ou ont vu leur promotion refusée. L'amiral Henderson a mis en œuvre des réformes à l'échelle de la base qui sont devenues des modèles pour d'autres installations. Et surtout, 3 autres femmes ont obtenu leur diplôme BUD-S dans les années qui ont suivi le commandement d'Amara. 2 ont été affectées à des équipes SEAL. L'une d'elles était Black, une jeune femme d'Atlanta qui a écrit à Amara « Je savais que c'était possible parce que tu l'as prouvé la première. Merci de m'avoir ouvert la porte. » Cette lettre était maintenant encadrée sur le bureau d'Amara. Un rappel qu'être le premier signifiait porter un fardeau, mais aussi créer des opportunités pour tous ceux qui viendraient après lui. À l'occasion de cet anniversaire de sa passation de commandement, Amara s'est adressée à une nouvelle promotion de candidats BUD-S, des visages divers représentant toute la diversité de l'Amérique. Femmes et hommes, noirs, blancs, latinos, asiatiques, amérindiens. Tous confrontés aux mêmes normes insurmontables, tous jugés sur leur performance plutôt que sur leur apparence. Il y a 5 ans, leur a raconté Amara, j'ai été agressé à l'entrée de cette base par des agents de sécurité qui n'arrivaient pas à croire qu'une femme noire puisse être commandante de la marine. Ils ont vu ma couleur de peau et mes vêtements civils et ont conclu que j'étais une menace, une criminelle, une personne à part entière. Ils avaient tort. Certains d'entre vous traverseront des moments similaires, des moments où l'on vous sous-estime, vous juge sur votre apparence, vous refuse des opportunités parce que vous ne correspondez pas à leur définition étroite de ce que devrait être un guerrier. Dans ce cas, souvenez-vous de ceci, l'excellence est la meilleure réponse aux préjugés. La performance est la meilleure réponse à la discrimination. Et la justice, la vraie justice, ne vient pas de la vengeance, mais de la responsabilité. Le maître d'armes Thornton purge une peine de 12 ans de prison. Ses complices sont déshonorés et inemployables.
Le système qui les a protégés pendant des années a été réformé. Le changement est lent, mais il se produit lorsque des personnes bien intentionnées refusent l'injustice. Elle parcourut du regard les visages enthousiastes qui se présentaient à elle. Vous êtes l'avenir des opérations spéciales navales. Certains d'entre vous échoueront au BUD-S. La plupart, statistiquement. Mais ceux qui réussiront le feront parce que vous aurez prouvé vos capacités lors de l'entraînement militaire le plus dur. Et lorsque vous aurez gagné ce trident, arborez-le avec fierté. Vous aurez gagné le droit de vous appeler SEAL grâce aux mêmes critères appliqués depuis des générations. Excellence, performance, compétence. Allez écrire l'histoire. Et n'oubliez pas, les barrières sont faites pour être brisées. Quel est votre avis sur cette histoire? Si vous aviez été à la place du commandant Washington, auriez-vous eu la grâce de privilégier la justice plutôt que la vengeance? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a ému, inspiré ou vous a rappelé que la justice est réelle, appuyez sur ce bouton d'abonnement pour plus d'histoires vraies de responsabilité et de courage. Appuyez sur le bouton. J'aime si vous pensez que les racistes devraient subir des conséquences. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de voir que la discrimination a un prix. D'où regardez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas, l'excellence transcende les préjugés. La performance triomphe de la discrimination. Et la justice, lorsqu'elle est recherchée avec intégrité, transforme non seulement les individus, mais des systèmes entiers. Le jugement est aveugle, mais la justice voit tout.